Robert Boyer, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer votre nouveau livre, Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie, qui vient d'être publié aux éditions La Découverte. Alors je rappelle que vous êtes économiste, que vous êtes l'un des pères des théories de la régulation, dont vous restez l'un des principaux animateurs. Alors l'une des grandes contributions justement de ce courant de la régulation, dont vous êtes l'un des fondateurs, a toujours été de comprendre qu'il n'y a pas de capitalisme, mais des capitalismes, et que le capitalisme ou ces capitalismes sont une forme historique qui se transforme de crise en crise. Et là, nous sommes en crise. Alors justement, l'apport par rapport à la théorie marxiste traditionnelle, la théorie de la régulation, c'est de montrer qu'il n'y a pas une chute tendancielle qui conduit à la perte irréversible de capitalisme, de Marx. Parce que, prenons la case de 2008, l'État sauve un système financier qui aurait fait effondrer l'économie. Donc vous voyez, la politique rétroagit sur les formes institutionnelles du capitalisme, de telle sorte que c'est une course-poursuite. Le capitalisme, à travers ces crises, se rétablit grâce à l'intervention publique qui lui donne des nouvelles contraintes, qui engendre une nouvelle dynamique, mais qui entre à nouveau en crise. Du coup, pourquoi il y a un S au capitalisme, les issues de ces crises sont très différentes selon le contexte politique. Si vous voulez. Vous voyez que dans l'entre-deux-guerres, vous avez vu, c'est là où ça atteint son paroxysme. Vous avez l'effritement des démocraties, vous avez le système bolchevique, vous avez les menaces sur la démocratie. Donc, on sort des crises de façon extrêmement différente. Ce qui explique qu'à travers les crises se différencient des capitalismes, à travers des compromis politiques qui sont très différents de pays à pays. Alors il y a les compromis politiques, mais vous avez cité la crise de 2008, on pourrait même peut-être remonter aux crises asiatiques de la fin des années 90. La conception qu'on a de la monnaie, le rôle qu'on peut faire jouer aux banques centrales a quand même terriblement évolué et permet de nouvelles solutions politiques en même temps. Alors exact. Alors vous voyez, le grand changement qui est apparu, c'est que vous savez, on a vécu depuis les années 1990, il faut que les banques centrales soient indépendantes pour lutter contre l'inflation qui vient de la monétisation des déficits publics. Et ça a été l'orthodoxie et qui est incarnée dans les statuts de la Banque centrale européenne. Et vous avez vu qu'en Angleterre, on a fusionné le Trésor et la Banque centrale. Vous avez vu que la BCE rachète tous les titres publics nouveaux émis, contrairement à ces statuts. Et vous avez qu'aux États-Unis... On est très loin de Milton Friedman, là. On est un tête-à-quœu. Tête-à-queue de l'orthodoxie monétaire. On est revenu à la Banque centrale et le tout ça pour sauver quand même la finance. Et le tout pour sauver l'économie et donc la finance. Parce que c'est donné aux entreprises, cette fois-ci, c'est une différence. Et donc, vous voyez, l'aspect créateur des crises. La crise montre que l'indépendance des banques centrales n'était pas tenable. Parce qu'en dernière instance, la Banque centrale est l'expression de l'État et de la souveraineté monétaire. Vous voyez à nouveau le caractère créateur des crises. Elle nous révèle des impossibilités. L'idéologie a tenu, et la crise nous révèle ceci n'est pas tenable. La Banque centrale... Mais si je prends l'exemple de 2008 que vous citiez, la finance était à l'origine de la crise, la finance a permis la solution de la crise, et donc l'hyperfinanciarisation dans lequel nous sommes entrés. Aujourd'hui, on a un phénomène exogène à l'économie et à la finance, mais où la finance intervient encore beaucoup plus massivement. Sauf qu'elle est commencée par le fait que, comme les banques centrales ont racheté tous les titres, les taux d'intérêt réels des bons du Trésor à 10 ans sont négatifs. Et donc, vous avez un élément dans lequel vous avez en quelque sorte une euthanasie des ratiers, puisque grosso modo, vous voyez, les financiers se récupèrent en allant spéculer sur les marchés boursiers, alors que l'épargnant titulaire de fonds de pension, d'assurance vie, lui a subi à travers la dépréciation de son patrimoine une partie de l'ajustement. Donc, vous voyez à nouveau l'idée. Et alors, ce qui permet ces plans, c'est que c'est les taux d'intérêt, en gros, la charge d'intérêt dans la part du budget public baisse, alors que l'endettement explose. Donc, vous voyez à nouveau, alors en quelque sorte, c'est une combinaison de la domination de la finance avec les besoins du trésor public de soutenir l'économie dans l'espoir qu'elle se relance. Donc, vous voyez à nouveau cette hybridation entre deux logiques, si vous voulez, hein, celle de la finance qui se compatibilise avec l'idée de financement en détresse de l'économie pour éviter qu'elle ne s'effondre. Alors comment vous définiriez
les capitalismes, je ne dis pas le capitalisme, mais les capitalismes et les transformations des capitalismes. Parce que dans votre livre, il y a une espèce de typologie des capitalismes d'aujourd'hui. Alors, il faudrait actualiser l'analyse. Alors, elle peut se faire à plusieurs titres. Elle n'a cessé d'être actualisée. Il y a, à la fin des années 90, il y avait 4 capitalismes. Le capitalisme de marché financier États-Unis, Royaume-Uni. Vous avez le capitalisme néocorporatiste du style Corée et Japon, dans lequel c'est le conglomérat qui est la grande entité. Vous aviez le capitalisme social-démocrate, dans lequel la délibération collective avec les partenaires sociaux définit une forme de capitalisme. Et vous aviez à forte impulsion étatique. Voilà l'élément. Le temps a coulé. Et aujourd'hui, j'ai une autre taxonomie. Alors allez-y, on vous écoute. Aujourd'hui, capitalisme de plateformes transnationales, les GAFAM. Elles sont nées aux États-Unis, mais elles ne prospèrent qu'à travers la mondialisation. Et donc, vous voyez le problème, c'est pas un capitalisme étatique, c'est pas un capitalisme national, c'est un capitalisme transnational qui suppose l'ouverture de l'économie et qui explique que les tentations protectionnistes ont été atténuées parce que ces intérêts-là sont bâtis sur l'ouverture de l'économie mondiale. Deuxième transnational et oligopolistique. Et oligopolistique. Donc, les tendances à la concentration se sont transformées de la nation au monde. Et alors, avec la supériorité, tous les gouvernements sont tout petits par rapport à ces GAFAM. Et c'est ça la grande nouveauté par rapport à ma typologie. Vous considérez que les États sont pris en otage par les GAFAM attendez, lisez le bouquin de mon collègue Wolfgang Strick. Les États ont 2 tuteurs. Les marchés financiers qui les jugent au jour le jour et les citoyens aux élections. La plupart des États, sauf exception, ont choisi de satisfaire les demandes des financiers. Donc, vous voyez, et les autres États sont très prisonniers des financiers. Du coup, la réaction, donc ça, c'est l'idée centrale, un capitalisme de plateforme. Exactement. Mais après, avec des situations nationales, régionales. Maintenant, la réaction est les États dans les sociétés est démembré et le système productif incohérent. L'État national revient à dire il faut l'autonomie nationale. Donc le problème, les États faibles pensent que l'État peut être le bouclier de la démocratie, des vœux des citoyens et de la recomposition du système productif. Et vous avez les capitalismes plutôt de type étatique, si vous voulez. Alors, on pourrait prendre l'exemple de la Turquie, de la Hongrie, etc., ou de la Russie, si vous voulez. Ouais, on a bien cet élément-là. Avec un homme fort. Et alors, vous avez vu qu'il y a des hommes forts à chacun d'entre eux. Alors, il y a un caractère très particulier, c'est la Chine qui combine capitalisme de plateforme et de surveillance et contrôle de l'État. Et lui, alors pourquoi il est très autonome ? Parce qu'il vise non pas l'hégémonie mondiale, comme les GAFAM, mais à la viabilité à long terme du pouvoir du Parti communiste. Donc c'est un capital. Et alors pourquoi il a beaucoup d'avantages ? Il a la modernité de la technique des plateformes, mais il a l'idée de constituer une viabilité sur l'espace national. Comment qualifier aujourd'hui le capitalisme ou les capitalismes européens, devrait-on dire, pratiquement ? Eh bien, ils sont divisés. Une ligne de division qui, moi, m'impressionne, que j'ai détectée il y a déjà 15 ans. L'Europe du Nord, très internationaliste, qui se porte bien, dont le niveau de vie qu'on a augmenté. L'Europe du Sud, naufragée par son introduction dans l'euro. Et le Covid renforce ces différences. Le tourisme s'arrête, le transport, etc. Donc l'Europe du Sud n'a plus des recettes. L'Europe du Nord prospère parce qu'elle produit encore des biens ultra sophistiqués. Donc le Covid accentue la divergence des trajectoires européennes. Et donc, vous voyez, c'est le dernier chapitre, le 9, si vous voulez, de l'ouvrage. Très honnêtement, il se peut que le Covid précipite un mouvement de critique, une bifurcation. Soit l'Europe se réforme totalement, elle devient Europe de la solidarité, soit elle disparaît au profit d'une balkanisation de système populiste. Robert Boyer, dans une prochaine émission, on va parler de ces problèmes de divergence européenne. Merci beaucoup, Robert Boyer.